Voilà, donc il s'agit aujourd'hui de l'anatomie du système nerveux central. Là, vous avez d'abord la première image qui vous montre donc le crâne vu de profil, euh, qui se compose d'une partie des os de la face, en bleu le zygomatique, les os propres du nez qui sont juste devant, oui, très bien, Ram. Le nez divisé par une cloison nasale de façon à répartir l'air absorbé, l'air inhalé, soit à gauche, soit à droite, dans le poumon droit ou le poumon gauche. Vous avez ensuite l'os frontal avec l'arcade sourcilière. Donc tout ça constitue les os de la face. Vous avez ensuite, avec le frontal en orange au-dessus de l'œil, derrière vous avez en violet le pariétal et en rose le temporal, et tout à l'arrière l'os occipital en marron. Tout ça constitue la boîte crânienne qui abrite le cerveau dans son entier. On peut passer à l'image suivante, Ram. Alors, c'est pas Ram, c'est Yves, hein, je te rappelle, Jean-Jacques. Excuse-moi Yves, excuse-moi. Voilà, là ici vous avez sur cette image le crâne vu par en dessous avec... tu peux baisser un petit peu l'image s'il te plaît, non, vers le bas plutôt. Voilà, très bien. Donc vous avez un trou qui se situe en noir foncé, d'où émerge le bulbe et la moelle épinière. Vous avez en gris la continuité de l'os occipital. De chaque côté, en orange, vous avez les deux os temporaux, avec à l'avant deux trous avec les branches de l'os zygomatique et en violet la voûte palatine. On va passer à l'image suivante. Je ne vous fais pas un cours détaillé, trop détaillé sur le système osseux. Ce qui est important, c'est de bien voir qu'il y a d'une part les os de la face et ensuite les os de la boîte crânienne en propre. On va maintenant aborder Alors, je parle sans notes parce qu'il s'agit d'anatomie, que c'est un sujet que je connais bien. Donc, de temps en temps, je vous donnerai des informations au sujet de la vision de M. Kesch. Pour l'instant, on se contente de faire une description anatomique classique. Vous avez sur cette image le développement de l'embryon qui passe d'abord par un stade depuis la formation de la morula, c'est-à-dire la division des premières cellules à partir de l'ovule. Donc on arrive très rapidement, au bout de quelques semaines, à la première image à gauche avec une partie grise, une partie orangée et une partie violette. Tout ça, c'est le développement de ce qu'on appelle le tube neural. Sur l'image, sur le petit schéma qui suit, on a la même chose vue de face. Cette partie grise que l'on appelle le proencéphale. Au milieu, on a le mésencéphale et on a ensuite le protoencéphale en violet. On passe à la figure suivante, pardon, où là on commence à voir que ce tube neural se développe et se divise avec cette première partie grise qui était à gauche va se diviser en deux parties. D'une part, on voit une espèce de petit cœur gris qui est la préfiguration des deux hémisphères cérébraux. En dessous, on a le diencéphale. Ensuite, on a le mésencéphale, le métencéphale et le myélencéphale. Tout ceci émane de la répartition dans le développement du fœtus de trois tissus. Les trois tissus sont l'ectoderme, l'endoderme et le mésoderme. L'ectoderme appartient à la constitution de tout le système neurologique, y compris toute la peau. Retenez bien ça. Pardon. Donc, les deux hémisphères cérébraux en forme de cœur et la partie violette en dessous, le diencéphale. Ensuite, le métencéphale et en violet, le myélencéphale. Sur la partie de droite, on voit que le développement du fœtus, oui, très bien, on a la partie grise ici qui
contient le système des deux lobes cérébraux et en gris foncé, voilà, très bien, le diencéphale. Et on voit qu'on constate que en noir, on a les vésicules optiques et en même temps, on a tout au fait autour de cette vésicule optique qui préfigure donc les futurs yeux, on aura le système auditif, le système olfactif et le système gustatif, c'est-à-dire les 5 sens sont tout à fait à proximité de ces vésicules. Retenez bien ça, c'est vraiment la préfiguration de tout le système émotionnel. C'est-à-dire que pour se préserver, tout le système émotionnel est déjà dans cette partie de la tête. On peut passer à la figure suivante. Voilà, donc on a la même vue un peu plus grande. Le télencéphale qui est donc les deux hémisphères cérébraux. Le diencéphale, on verra sa composition tout à l'heure, on peut déjà la nommer. Le diencéphale, c'est le thalamus, l'hypothalamus et l'épithalamus. En dessous, on a le cerveau moyen, le mésencéphale. Ensuite, on a le métencéphale avec ce que l'on appelle le pont et le système cérébelleux, le cervelet. Et ensuite, on a la moelle épinière en marron. On peut passer à nouveau à la vue suivante. Donc ça, c'est à peu près la même coupe, sauf qu'on va aborder les différentes fonctions auxquelles on attribue les différentes parties du cerveau. Les deux hémisphères cérébraux, on a les lobes olfactifs, l'hippocampe et ce qu'on appelle le centrum, qui s'occupe du sommeil, de la mémoire, du stockage de la mémoire et de ce qu'on appelle les aires associatives, c'est-à-dire ce sont des liens qui se font entre le cerveau frontal et le cerveau postérieur, donc qui est source de l'intelligence ou de la compréhension. Dans le diencéphale, on a les vésicules optiques qui préfigurent donc la vision avec la rétine, l'épithalamus, la glande pinéale, le thalamus qui permet de relier les centres optiques. Ensuite, on a l'hypothalamus qui va gérer à la fois la température, le sommeil et la régulation de la respiration. Le cerveau moyen est constitué de fibres qui permettent de relier la partie antérieure du cerveau et la partie postérieure. C'est une sorte de centre d'aiguillage. Le système cérébelleux, lui, s'occupe de gérer toute la coordination du système musculaire postural et de la justesse de nos gestes. C'est lui qui permet de gérer l'équilibre, entre autres, du corps. Ensuite, on a le pont et ensuite, on a le système médulaire. Le système médulaire, c'est la voie neurologique de toutes les terminaisons nerveuses jusqu'aux membres supérieurs et membres inférieurs. On peut donc passer à l'image suivante. Alors là, ici, nous avons non pas le développement de l'embryologie. L'embryologie, c'est ce qui décrit la croissance de l'embryon. Ici, on a ce qu'on appelle le développement de la phylogénèse, c'est-à-dire le développement de l'embryon. Voilà, ici, très bien, Ram. C'est-à-dire qu'ici, on a le développement d'un embryon très proche de la cellule. Ensuite, on va passer à une deuxième forme d'embryon qui est celui de l'espèce suivante. Autrement dit, on est parti dans le développement des espèces de la cellule en passant par le ver de terre, les serpents, les batraciens, les grenouilles, ensuite les poissons, et ensuite on est passé aux vertébrés et ensuite aux mammifères. Autrement dit, si vous voyez bien cette spirale qui représente le développement du cerveau, notre cerveau n'est que l'empilement de tous les cerveaux des espèces qui nous ont précédés. Voilà, parfait, Ram. Donc, il faut bien retenir ça, c'est-à-dire que notre cerveau comprend toutes les espèces sous-jacentes, depuis la première cellule jusqu'à notre développement. Et ceci se produit, donc si vous regardez bien les premières cellules tout en bas à gauche jusqu'à
à peu près, on va dire, l'image continue, Ram à tourner, continue à tourner, continue à tourner, encore, 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 encore. Voilà, vers la 12e semaine, hop, voilà, à peu près par là, la 12e semaine, notre fœtus ressemble réellement à un homme, alors que jusqu'à présent, il n'était que indifférencié, c'est-à-dire que tous les embryons se ressemblent. On ne peut pas faire la différence avant 12 semaines entre l'embryon d'un éléphant, d'une girafe, voilà, tous les embryons se ressemblent. Et à la 12e semaine environ, à ce moment-là, on a l'apparence d'un être humain, notamment, bien sûr, dans le développement de son cerveau. On peut passer à l'image suivante. Donc voilà l'embryon. Donc vous constatez que toute la partie supérieure représente à peu près, on peut dire pratiquement la moitié de l'ensemble du fœtus. C'est pour dire à quel point cette partie centrale de la tête est importante, avec notamment, vous voyez à nouveau les yeux, la bouche, les oreilles. Donc tous les sens, les 5 sens, sont présents les uns à côté des autres, près de ce qu'on appelle le centre émotionnel, dont on a parlé tout à l'heure. On le verra sur une image ultérieure à quel endroit se situe le thalamus. On peut passer donc à l'image suivante. Donc les 5 sens sont, comment dire, sont en relation avec le monde extérieur par l'intermédiaire des 12 paires de nerfs crâniens. Donc on a un nerf pour le système visuel, les nerfs optiques, on a les nerfs glossopharyngiens pour la gorge et le pharynx, on a le nerf olfactif, on a les nerfs faciaux, le nerf trijumeau, qui est tout à fait à gauche, avec les 3 couleurs, orange, bleu et vert. On a ensuite le nerf pneumogastrique, le nerf phrénique, je crois que je les ai à peu près tous, et puis le nerf... je crois que je les ai tous nommés à peu près. Voilà. Donc, en fait, ces nerfs sont les nerfs du système qui met en relation avec les 5 sens et avec le monde extérieur. On peut passer à l'image suivante. Alors, voici, là, ici, on a affaire à une coupe de la boîte crânienne et qui montre le nerf trijumeau dont vous parlera tout à l'heure Babette et son importance dans les soins neurologiques. Donc vous voyez qu'il est issu de la partie du bulbe postérieur, la partie plus ou moins violette, et qu'il avance vers l'avant avec ce qu'on appelle le ganglion de Gasser, où là il se divise en 3 branches. La première branche supérieure avec une branche frontale et orbitale, la branche numéro 2 qui prend tout le maxillaire supérieur, et la branche V3 qui innerve le maxillaire inférieur. On peut d'ores et déjà retenir que la branche V1 et V2 est en relation avec le système sensitif, alors que la branche V3 est en relation avec le maxillaire inférieur. Le maxillaire inférieur est la seule partie mobile de toute cette boîte crânienne et de toute la tête. Babette vous en reparlera tout à l'heure de cette partie mobile au niveau de l'articulation. Juste à côté du terme V3, vous avez l'articulation temporo-maxillaire que l'on appelle ATM et qui est le point de jonction entre, on pourrait dire, une partie physique, mobile, et la partie neurologique, émotionnelle, qui est tout au-dessus. On peut passer à l'image suivante. Donc voilà maintenant la coupe du cerveau. On peut déjà voir que toute la partie plus ou moins courbée au centre, en bleu clair et un petit peu grisé autour, toute cette partie-là est ce qu'on appelle le diencéphale, avec l'hypothalamus, la glande pituitaire tout à fait en avant, qui se trouve dans la selle turcique, et le thalamus qui est au centre. Et de chaque côté de cette partie que montre Ram, vous avez des ventricules qui sont des parties vides, remplies de liquide céphalorachidien, que l'on retrouve également à l'extérieur, à la périphérie du crâne et autour de la moelle épinière.
Donc, pour nous, ce qui nous intéresse de savoir ici, c'est donc le diencéphale qui est la partie la plus centrale. Et on va voir que si on observe bien que dans cette coupe transversale, cette partie centrale, c'est donc la balle de ping-pong de nos réacteurs. Et la partie rose, c'est la partie extérieure du réacteur. Et autour, la boîte crânienne, qui est la deuxième couche de bobine. Donc, la partie du thalamus et du diencéphale, on va dire diencéphale pour regrouper tous les termes, ça sera plus simple de dire diencéphale. C'est toute cette partie-là qui est la partie émotionnelle. C'est pour ça que tous les organes des sens sont à proximité de cette partie émotionnelle, de façon à préserver et à être en relation directe avec la partie émotionnelle. Toute la partie rose n'est simplement qu'au service de la partie physique, de façon à gérer la périphérie du corps, qui est là, on l'a déjà vu la semaine dernière, de par le système osseux. Le système osseux est là pour servir la partie émotionnelle. On peut passer à l'image suivante. Donc là, sur une autre coupe, on voit également à la fois le système osseux ainsi que la partie rose supérieure, un petit peu boudinée, donc ce sont les hémisphères cérébraux. Et en gris, on a tout le diencéphale, qui est suivi ensuite à nouveau en gris par la partie du bulbe rachidien, et ça se poursuit par la moelle épinière. Donc ce qui nous intéresse de savoir, c'est la partie courbe. Alors je ne sais pas si vous voyez les chiffres, hein, il y a 1, 2, 3, je crois, et 4. Ram, tu peux redessiner le thalamus, s'il te plaît? En plein centre du crâne. Ce n'est pas Ram, c'est Yves. Excuse-moi, Yves, ça ne veut pas rentrer, excuse-moi. Est-ce que tu peux remontrer avec ta souris, parcourir le thalamus en gris en haut? Bon, on ne voit pas. Oui, je ne vois pas ta souris par contre. Est-ce que tu peux parcourir l'image, s'il te plaît, avec ta souris? J'essaye quand tu montes plus haut. Voilà, ici. Tu continues à suivre la courbe. Très bien, donc voilà. Ok, tu redescends vers la gauche, vers le bas. Voilà, et la petite boule ici, tu remontes. Voilà. Tu remontes, voilà, c'est bon. Donc tout ce que tu viens de parcourir, c'est ce qu'on appelle donc le diencéphale. Avec la toute petite boule en bas, c'est la glande pinéale. Ensuite, le bas ne fait plus partie de la zone émotionnelle. Ça, c'est pas la zone émotionnelle, c'est déjà la zone physique. Voilà. On peut passer. Alors, donc, ce qui est intéressant de voir, donc à nouveau, j'insiste bien, donc le diencéphale, la partie émotionnelle, avec à proximité donc le nez, les oreilles qui sont à peu près de chaque côté du thalamus, la gorge et l'épiglotte qui sont pas très loin. Donc tous ces organes des sens sont en relation directe et immédiate et proche du thalamus, de façon à assurer la connexion la plus rapide possible pour la zone émotionnelle. On passe à l'image suivante. Donc là, à nouveau, on a une autre vue de l'embryologie, avec sur l'image numéro 3 au centre, ce qu'on appelle les deux vésicules qui vont préfigurer la rétine. Et on voit que le diencéphale est déjà présent très très tôt, dès le début. Dans cette fameuse vésicule rose, il est déjà présent dès le départ. On peut passer à l'image suivante. Donc là, voici, sur ce diagramme, on voit la répartition. Donc en jaune, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le tube neural qui est le premier développement du système nerveux et qui va se répartir, se diviser en encéphale, mésencéphale, rhombencéphale et moelle épinière. Chacune de ces parties va à nouveau se diviser, notamment le proencéphale, en télencéphale, c'est-à-dire en cerveau frontal, le diencéphale, qui lui, donc je le répète, se divise en épithalamus, thalamus, hypothalamus et l'infundibulum.
Donc pour nous, ce qui est important, quand on parlera de zone émotionnelle, on retiendra diencéphale. On peut passer à l'image suivante. Eh bien, je crois que j'ai terminé mon développement, donc je vais passer la parole à Babette, qui va vous parler un petit peu plus, notamment du trijumeau et de la vision de Monsieur Kesh à travers ce développement anatomique. Babette, c'est à toi si tu veux bien. Merci de votre écoute. Merci, merci Jean-Jacques. J'espère que vous m'entendez. Oui. On t'entend, on t'entend. Parfait. Alors, Jean-Jacques avait pris la première partie. Cet atelier était vraiment scindé en deux parties distinctes. La première partie était tout à fait anatomique et était présentée par le docteur Elia Kostova. La deuxième partie, c'est vraiment Monsieur Kesh. C'est beaucoup plus... c'est très différent. Il parle beaucoup moins de l'anatomie. C'est pour ça que je ne vais pas forcément revenir sur le trijumeau, ni sur le facial, ni tout ça. J'ai à peu près suivi la traduction, mais c'était un peu complexe parce qu'il y a des phrases qui sont coupées, il dit un mot et un autre. Bon, je vais essayer de résumer comme j'ai pu. Vous pourrez poser des questions et on essaiera avec Jean-Jacques de faire une conclusion après. Alors, j'y vais. Donc, je pars au début à peu près de là où M. Kesh reprend. Alors, il dit que la partie physique de notre cerveau est une sangsue. Il appelle carrément une sangsue, siégeant au-dessus de la partie émotionnelle, qui, elle, se protège dans une zone sphérique qui a la forme d'une chambre de contrôle. C'est ce qu'on vient de voir avec l'anatomie, puisque les hémisphères cérébraux qu'on voyait tout à fait en rose tout à l'heure sont vraiment cette partie physique qui est liée à notre physicalité, donc au fonctionnement de notre corps, et qui donc n'est pas du tout éternelle. Alors que ce qui est en dessous, ce qu'on voyait tout à l'heure en dessous du corps calleux, et donc dans ce diencéphale, avec le thalamus et toutes les divisions qui sont faites avec les glandes comme l'hypophyse, l'épiphyse, etc., c'est vraiment la zone émotionnelle et elle est vraiment au cœur du cerveau. Donc, il dit, elle se protège dans une zone sphérique qui a la forme d'une chambre de contrôle. Et c'est vraiment un réacteur. L'information part du centre vers l'extérieur, c'est-à-dire vers les autres parties du cerveau. Et ensuite, c'est le corps qui recevra l'information. Dans la partie physique du cerveau, on trouve ce qui va permettre de mouvoir bras, jambes, etc. C'est la partie émotionnelle, toujours, qui dicte ce qu'on va manger, comment vont être les réactions de notre corps à nos émotions, que la respiration s'accélère ou le contraire, etc. Donc, on prend conscience que le corps physique est et sera littéralement inutilisable dans l'espace. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il revient tout le temps. C'est pourquoi nous disons toujours que la Fondation Kesh concerne vraiment la technologie spatiale et nous devons comprendre que nous ne pouvons pas forcément transférer l'homme en totalité dans l'espace, mais que si nous pouvons, et ce sera fait dans les temps qui viennent, vous prendrez juste la partie de votre cerveau qui correspond au thalamus, le diencéphale, avec vous. Et vous trouverez ensuite un nouvel environnement, n'importe où dans l'espace, où vous pourrez le conserver, énergisé et capable de fonctionner. L'homme, dans un nouvel environnement, reproduira une partie physique qui correspondra à cet environnement-là. Il donne l'exemple sur Terre, quand un homme change de pays, par exemple, il va de l'Inde à la Chine, il va changer sa nourriture, sa culture et ses habitudes qui vont devenir chinoises. Ce sera la même chose dans l'espace, où à partir de cette partie de notre cerveau, l'homme adaptera sa physicalité à l'environnement qui lui permettra de se développer. Dans ce nouveau lieu, vous n'aurez pas besoin d'un si grand crâne, puisque l'énergie reçue sera différente. Donc le cerveau sera différent, c'est-à-dire le cerveau extérieur, de même que la structure des os. Si vous vous trouvez dans un état liquide, par exemple, vous obtiendrez un champ correspondant, et donc plus la nécessité d'avoir des bras et des jambes, ni les choses que vous utilisiez dans d'autres espaces. Et selon la gravité du lieu, vous pourrez avoir besoin d'un corps plus petit ou plus grand. Et alors, la pinéale, hypophyse, le thalamus décideront de ce à quoi votre corps ressemblera dans cet espace. C'est là la séparation, c'est là où est le corps. Le crâne est la partie la plus importante de la structure. C'est là où, dans le corps, le crâne est la partie la plus importante de la structure. Cela signifie que même si vous le séparez du reste du corps, et qu'ainsi vous ne lui permettez plus de recevoir ce qui les nourrit et lui donne de l'énergie par le sang, l'oxygène des poumons,
alors vous verrez que vous avez tous les systèmes de conversion nécessaires dans les os du crâne pour prendre en charge la vie et l'existence de ce point, le point émotionnel, qui est toujours donc conservé et prioritaire. Si on regarde le neurosystème que nous a montré Elia et donc Jean-Jacques, on voit une connexion entre l'os de la mâchoire et l'os du visage à travers le cerveau, à travers la partie émotionnelle. Ce point de l'articulation temporomaxillaire est l'un des plus importants du système nerveux. Si le monde de la médecine comprenait son fonctionnement, il ne pourrait plus y avoir d'hommes paralysés, ni d'hommes dans le coma. Et il dit que, à la Fondation Kesh, ils l'ont déjà fait, démontré et enregistré en vidéo, et que ça peut être consulté. Il dit que c'est important donc de se souvenir que la mâchoire inférieure, même si elle est mobile, est connectée à la partie physique et qu'elle n'a aucune connexion avec la partie émotionnelle du corps. Tant que la mâchoire supérieure et la partie supérieure de la tête sont reliées à tandis que la mâchoire supérieure et la partie supérieure de la tête, elles, sont reliées à la partie émotionnelle. Donc, la mâchoire inférieure, le physique, la mâchoire supérieure et la partie de la face et de la tête reliées à la partie émotionnelle, avec les oreilles, les yeux, comme a dit Jean-Jacques. Donc, si les physiciens savaient cela, et la Fondation en a des vidéos, ils pourraient guérir les paralysies de la partie haute du corps, à condition évidemment qu'aucun nerf ne soit sectionné. C'est valable aussi dans les cas de coma. Il parle aussi d'une jeune fille qui était sortie du coma et où ils ont réalisé qu'elle était paralysée d'un côté, et donc du côté gauche. Et en utilisant effectivement les deux côtés de la mâchoire et donc les nerfs qui correspondent là et qui sont reliés à la partie émotionnelle et au thalamus, ils ont pu faire un transfert de la partie saine et ainsi aller guérir la partie gauche qui était paralysée. Bon, c'est expliqué rapidement. Le cerveau, par sa position et sa structure, par sa position dans le cerveau et sa structure, le crâne est réellement un réacteur. Et si on regarde donc la photo qu'on regardait tout à l'heure avec Jean-Jacques, où il y a le numéro 5, là où le thalamus est vraiment central, vraiment au milieu, il est exactement mis dès la naissance dans la condition et le lieu où la partie émotionnelle peut fonctionner et où en même temps la connexion entre la partie du cerveau, les oreilles, les yeux et tout ce dont vous avez besoin pour assurer les conditions de survie et garantir la survivance de cette partie est fait par le cerveau lui-même, de par les installations qu'il a fabriquées pour lui-même. Donc il y a vraiment, on voit une réelle autonomie. Et cette vraiment réelle autonomie qui fait dire à M. Kesh qu'en finalement, sur Terre, on a mis un corps physique, mais ce corps physique, on peut tout à fait le laisser, et qu'avec juste ce réacteur, on pourra aller n'importe où ailleurs et recréer un corps qui corresponde ou pas d'ailleurs. Alors, les oreilles vont permettre d'être conscient de l'environnement, de ce qui pourrait mettre son existence en danger. Elles lui sont directement reliées, de même que les yeux, par l'information lumineuse qu'ils véhiculent, le nez et son sens de l'odorat, pour comprendre ce qui vient et qui n'est pas décelable dans une dimension physique. L'odeur est une structure cristal tridimensionnelle de gaz, ce qui explique qu'elle s'étend et couvre l'environnement exactement comme un gaz. L'odorat est important pour la vie et la survie de la partie émotionnelle du cerveau. Ainsi, s'il y a un feu, que vous n'avez pas d'odorat et qu'en plus vous tournez le dos, la survie du thalamus est compromise et vous pouvez mourir. La raison qui fait que le goût, par la langue, est connecté à l'odorat est que quand vous goûtez, vous avez la garantie, même si c'est fait avec la partie physique, que ce n'est pas du poison. Donc, encore une connexion pour une garantie de la survie, toujours du réacteur. Si on regarde le reste du squelette, la totalité de la structure anatomique, on sait qu'elle n'est pas indispensable à notre survie. Par exemple, tous les os du corps peuvent être remplacés. Les côtes peuvent être remplacées par du titane, ainsi que pas mal d'os dans le corps ou par autre chose, des matériaux, des prothèses, etc. Par leur structure, ils garantissent la protection de la vie. Qu'on ait des côtes en titane ou des côtes en os, de toute façon, leur rôle reste de protéger les poumons et le cœur et les organes qui sont dedans. Mais après, elles peuvent être modifiées, ça n'a pas d'importance. Parce qu'en effet, la plus grande partie de la fonction des poumons, par exemple, qui garantit l'énergie des globules rouges pour la survie du thalamus, peut être faite par les os de la tête uniquement, donc les os du crâne.
Alors, l'énergie qui arrive à tout ça, ce que nous mangeons nous apporte 20% de l'énergie dont le corps physique a besoin. Et les 80% restants sont directement absorbés dans l'environnement. La forme et la structure du cerveau, spécialement chez l'homme, ont été conçues de manière à centraliser toutes les énergies qui viennent de partout vers le thalamus, ce qui garantit sa survie, c'est-à-dire la survie de la partie émotionnelle uniquement. Ainsi, lors de certaines opérations du cerveau, on a pu constater que la personne pouvait avoir des émotions et des sentiments, alors même qu'elle ne pouvait plus bouger son corps physique. Alors, on revient toujours à la même chose, c'est-à-dire la structure entière de la structure de l'os du crâne est comme un réacteur dont le centre est le thalamus. Il est l'essence de la création, le reste est protection. La façon dont votre tête est structurée, l'os, la face, encore le haut de la tête, dicte la quantité d'énergie qui sera absorbée par telle ou telle partie du thalamus, ce qui dicte ensuite notre comportement en ce qui concerne notre âme et notre corps. Ainsi, je donnais l'exemple, on peut voir des hommes possédant certaines caractéristiques du cerveau. Ils ont ces mêmes caractéristiques parce qu'ils reçoivent le même genre de radiation qui vont converger vers le centre. Après, on va abréger. S'il y a une imperfection dans la partie émotionnelle, la partie physique meurt, alors que le contraire n'est pas. La partie émotionnelle a programmé elle-même un moyen plus facile de recevoir sa propre énergie pour sa survivance à travers l'os du crâne. Donc, nous arrivons à un point où vous avez un réacteur avec un noyau central qui absorbe l'énergie et la rejette, et ainsi crée un équilibre pour la partie émotionnelle qui a une existence dans une forme matérialisée, et c'est l'âme de l'homme, laquelle réside en dehors des limites de la forme physique. Donc, on peut détruire la vie physique, mais l'âme reste vivante. Nous comprenons maintenant toute la structure de ces 3 premiers ateliers, toute la structure de l'os et la raison de cette structure. Tous les os situés en dessous du cou ne servent uniquement que pour le corps physique. Après, il y a un énorme point d'interrogation, maintenant que nous avons découvert cette nouvelle technologie, à propos de la compréhension du processus de création. Venons-nous toujours de l'eau, comme cela a été expliqué dans le processus d'évolution? La structure tout entière apporte un paquet de questions dans la question. Comment et dans quel processus avons-nous évolué pour protéger toujours cette partie émotionnelle, et comment, pour mieux la protéger, avons-nous découvert de nouveaux moyens de trouver de l'air et de la nourriture? Il signale aussi qu'on sait maintenant qu'on ne respire pas qu'une seule sorte d'oxygène, mais un cocktail d'oxygène de différents niveaux d'énergie magrave, et ceci uniquement pour le corps physique. Donc, ce réacteur nommé le crâne, dès l'instant où il est créé, non, ça je saute. Il dit que l'énergie qui est située dans la partie émotionnelle, donc toujours ce réacteur, est tellement vaste, tellement immense, que quand il arrive qu'elle se relâche d'un coup, elle peut dissoudre tout ce qu'on peut appeler les plasmas autour, c'est-à-dire toute la partie physique de la structure du cerveau. Et c'est ce qui se passe quand on a un accident vasculaire cérébral. Et c'est pourquoi, dans ce cas, on doit toujours trouver le problème émotionnel en cause, et alors on trouvera comment résoudre le problème physique avec du temps. Mais effectivement, cette explosion peut vraiment dissoudre toute la partie et vraiment abîmer la partie structurelle physique du cerveau. Donc, toute la structure revient à une chose. Vous avez un réacteur, le crâne, et ce réacteur a un point central vers lequel convergent toutes les énergies, lesquelles dépendent de ce que l'âme décide en conjonction avec la partie émotionnelle, et ceci va dicter la structure du crâne. Ensuite, on crée l'homme autour qui va mûrir et grandir. Sa petitesse, sa hauteur, la forme de son visage, celle de ses bras, jambes, doigts, orteils, tout est décidé par la partie émotionnelle en accord avec l'âme dans sa partie vivante. Une fois que la première graine de thalamus est posée, c'est-à-dire dans l'embryologie, elle crée sa propre sphère et son point d'énergie. Et ce point d'énergie doit se connecter à tout ce qui est primordial pour son existence, ce que nous appelons l'âme de l'homme, le fonctionnement, la position que cette âme va avoir dans l'environnement dans lequel elle est, va décider donc de la forme physique de notre corps, mais on l'a déjà vu.
Après, il parle un peu de l'ARN et de l'ADN, mais rapidement, on va juste dire que l'âme est la partie ARN de la structure de l'homme et le thalamus, l'ADN. Après, il parle de la destinée de l'homme. Elle est posée par l'âme qui n'a pas de besoin, mais qui est consciente de ce dont le corps humain a besoin. Et ainsi, le tout s'accorde une fois créé. L'âme n'a pas besoin de physicalité pour exister, mais elle y est connectée. C'est comme deux aimants. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec un, mais l'autre existe quand même. Et il y a toujours une ligne de connexion entre les deux. Et si on en tourne un, en fait, on tourne les deux. Ainsi, la structure de l'homme est décidée en totalité par le thalamus. Quand on a un accident, un problème physique ou une déficience, c'est toujours sur le côté physique. Et on doit trouver comment on peut régler ça en passant par le côté émotionnel et le thalamus. Ensuite, il dit que les hommes sur Terre, effectivement, ont 10 doigts et 10 orteils, alors que les gens d'autres espaces n'en ont pas besoin. Notre corps est vraiment lié à notre Terre. Donc, dans un autre espace, il sera différent. Donc, on comprend maintenant pourquoi et comment nous sommes tous différents et pourquoi de diverses parties de la planète, nous venons avec différentes fonctionnalités. Pourquoi les Chinois se ressemblent, pourquoi les Européens se ressemblent, et ce sera pareil quand nous irons dans l'espace. La totalité de la structure osseuse et l'homme dans sa partie physique. Les os sont comme le cadre, mais il faut le mouvoir, et donc il y a les muscles, ce qu'on verra, je pense, dans le prochain atelier, de manière à être en position d'absorber l'énergie par la nourriture, et donc de permettre la vie. Il fait remarquer aussi que le thalamus, donc, n'est pratiquement nourri par aucun vaisseau sanguin. La plupart des vaisseaux sont situés sur la limite extérieure du côté physique du cerveau qui reçoit ainsi son énergie. L'âme a fabriqué la partie oreille, odorat et goût, et c'est toujours sous son contrôle, totalement par le thalamus. Et c'est par l'essence, en passant par la physicalité, que le thalamus est protégé. Et Jean-Jacques nous a montré tout à l'heure que dans la partie embryologique de l'ectoderme, tout a été formé, toute cette partie, y compris l'essence, ont été formées ensemble. C'est la même zone qui se replie sur elle et qui se centre. Quelqu'un pose une question sur le cervelet et son rôle, et là, il dit que c'est un auxiliaire comme toutes les autres parties à l'intérieur du cerveau, que chacune a sa fonction et doit être protégée en tant que telle, et que c'est cela qui nécessite un énorme cerveau, comme un énorme ordinateur pour tout contrôler. Rien n'est au hasard, il n'y a pas de hasard, tout est contrôlé jusqu'à la moindre cellule dans son fonctionnement, sa réparation, etc. Mais tout ceci n'a rien à voir avec la partie émotionnelle, et pourtant tout est lié. Et il explique un peu le lien de manière encore plus forte en disant que venant de la structure des os, qu'on avait vu dans les 2 premiers ateliers, des cellules partent dans tout le corps pour régler ce qui a besoin à droite à gauche. Et quand ces cellules passent de la partie externe du cerveau vers la partie centrale du cerveau, elles deviennent alors une partie intégrante du thalamus. Et il s'établit alors une ligne de connexion entre les 2 cerveaux. Et alors le corps peut fonctionner. Et si on veut, à ce moment-là, on peut étirer un bras, pleurer, etc. Ensuite, il parle du suicide, de la mort et du souhait de mort quand il est mis en route. Et c'est tout un chapitre. Il dit qu'il y a des situations où l'âme décide d'en finir avec le corps, parce qu'elle est consciente des autres dimensions et des liens avec d'autres âmes. C'est au-delà de notre compréhension en tant qu'humain, mais le plus souvent, quand l'âme se détache de la physicalité, le corps physique doit finir sa vie. De même qu'on peut décider de se tuer physiquement ou que le corps peut décider de dégénérer, de mourir, l'âme peut faire de même. Et il y a toujours interaction entre les deux. Donc, quand l'âme décide, dans certains cas, d'en finir avec la vie, elle a un accès à la physicalité qui va alors décider, par exemple, de sauter d'une falaise. Et alors, il y aura séparation âme-corps. Et il disait que si on ne réparait pas cette décision de mourir en soignant la partie émotionnelle, on allait peut-être sauver par exemple quelqu'un qui avait sauté de la falaise une fois, mais qui trouverait un autre moyen parce que la décision était prise de mourir à un autre moment. Comment inverser le souhait de mort? Le souhait de mort ne peut être changé qu'en comprenant comment la part émotionnelle a mis ça en place. À ce moment-là, en mettant en mouvement quelque chose dans le corps physique, on montre que le corps, lui, refuse de mourir. On va alors câliner, prendre soin de l'émotionnel, de manière à ce qu'il retrouve un équilibre et décide de vivre.
quand c'est vraiment remis en place, cet équilibre, le thalamus peut revenir sur l'ordre de mort lancé et rétablir la partie physique atteinte en revitalisant les connexions avec le corps. Donc, il parle du suicide, tout un tas de gens qui n'ont plus de mobile de vie, etc. Et il explique aussi que ce souhait de mort nous détache de tout et qu'il arrive, et il parlait des veuves de guerre, dans certaines guerres, que parfois il y a juste la partie émotionnelle qui meurt, alors que le corps continue à vivre pendant des années. Mais c'est une autre forme de suicide. Et le corps reste, mais la partie émotionnelle ne vit plus. Et il parlait des femmes qui avaient perdu leur mari à la guerre et qui ne comprenaient pas, qui n'avaient jamais accepté et qui sont là sans être là. Voilà. Donc, il s'arrêtait là. En conclusion, je ne sais pas si Jean-Jacques veut faire la conclusion, mais c'est surtout ce lien entre le thalamus, qui est le réacteur central, avec les plasmas autour, qui sont le reste du cerveau, et le crâne en tant qu'os, qui commande tout. La vie, la mort pour nous, la forme physique, comment on va vivre, ce qu'on va manger, comment on va pouvoir guérir, etc. Et voilà quoi. Je ne sais pas si Jean-Jacques veut rajouter quelque chose. Non, je crois que tu as tout dit. Au sujet du réacteur, on peut donc effectivement comparer la tête au réacteur que Kesh a construit, un réacteur à double chambre, une balle intérieure qui est le thalamus et la balle extérieure qui est le crâne avec un magma de plasma qui est le cerveau périphérique, le cerveau principal. Je voulais ajouter également que en médecine chinoise, je vous avais déjà mis sur la piste de ce dont parle Kesh quand il dit qu'on se nourrit de 20% d'air et que le reste c'est l'alimentation. En fait, on a besoin essentiellement d'air et d'odorat. C'est pour ça qu'en médecine chinoise, quand on fabrique les plantes, les produits pharmaceutiques, on se base essentiellement sur les saveurs et les odeurs. C'est ça qui nourrit principalement la partie émotionnelle. Mais la matière physique de la nourriture, fondamentalement, on n'en a pas besoin. Jean-Jacques, tu voulais dire 80% d'air et 20% de nourriture physique. Oui, probablement. Oui, pardon. Enfin, en fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que on a besoin d'amour et d'eau fraîche, donc d'air et d'amour. Voilà. Eh bien, merci Jean-Jacques, merci Babette pour ce résumé.